CAUE du Var, il a plein de particularités. Chaque CAUE a des champs d'action assez différents. Il y a des départements où ça va être très axé sur le conseil aux particuliers, pour les porteurs de projets. Donc là, on rejoint un peu cette posture de voilà, le particulier sans architecte, sans paysagiste, comment est-ce qu'il fait projet? En partie avec des conseils, sans forcément un maître d'œuvre. Il y a des départements où ça va être extrêmement porté sur la médiation, sur la sensibilisation. Voilà, nous, c'est un joyeux mélange. On essaie de couvrir tous les champs et surtout de croiser les publics entre scolaires, hors scolaire, enfants, tout public, professionnels, les élus. On parlait tout à l'heure de l'indispensable besoin de formation des élus. Et donc on a un projet, donc je suis ici c'est un peu long, je suis désolé. Alors j'ai conscience d'être le dernier obstacle avant le week-end, avant le goûter et avant l'apéro, donc je vais essayer d'être un peu plus court, et pour laisser plus de place à l'indispensable débat. Mais donc ça c'est un projet qu'on monte depuis le mois d'octobre, c'est l'exposition Percevoir, l'intime des paysages du Var. Ça fait 3 ans que le CAUE fait une exposition par an. Alors le but de cette exposition, c'est à chaque fois une exposition photo, une exposition d'art, sur un thème architectural, paysager, voilà, qui va parler du territoire. Il y a 2 ans, c'était l'exposition, je vous en parle parce que ces expositions, elles se baladent toujours, elles ne restent pas dans des cartons, donc vous aurez peut-être l'occasion de les recroiser. Ça c'est cette année. Il y a 2 ans, c'était Archi-Lumen, c'était sur l'architecture et la lumière, donc photographie d'art, architecture et écriture. On confronte les médias aussi à l'intérieur de ces expositions. L'idée c'est de faire un pas de côté pour parler de projets, d'architecture en l'occurrence, mais par un angle artistique et en fait ouvert. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une exposition pour les architectes et cette exposition sur les paysages n'est pas une exposition pour les paysagistes. L'année dernière c'était Architectopie, donc c'est une exposition sur l'architecture balnéaire des 30 Glorieuses dans le Var. Donc essentiellement des résidences avec une vraie qualité architecturale, une intelligence et une violence aussi parfois d'implantation dans le site, dans le déjà là, toujours avec cet angle photographique, et puis des vidéos, d'interviews d'habitants de ces résidences, qui ne sont pas du tout des résidences qui sont faites pour habiter à l'année, mais il se trouve qu'elles le sont en partie. Donc on est allé à la rencontre de ces habitants à l'année, de ces appartements d'été en fait, pour ceux qui habitent là où les autres partent en vacances. Et donc cette année, l'idée c'était de continuer la logique avec une exposition sous l'angle du paysage. Donc, ah oui, ça c'est un truc que j'ai fait tout à l'heure parce qu'en fait on est juste en bas. Donc si vous regardez par la fenêtre, vous pouvez nous surveiller et donc n'hésitez pas. C'est au 17 rue Mirabeau. J'ai fait sur mon téléphone, c'est pour ça. Et donc on a une bibliothèque qui est ouverte à tout le monde. Alors bon, vous ne pouvez pas venir par groupe de 15 sans masque, malheureusement, mais en tout cas vous pouvez venir, vous pouvez emprunter des ouvrages qui parlent de paysages, d'architecture, du territoire, d'urbanisme, etc. Et on est vraiment aussi un lieu de rencontre, de ressources. Voilà, donc vous êtes cordialement invités et nous sommes voisins. La démarche de l'exposition, en fait, ça a été de raconter les paysages du Var sous un angle artistique, photographique et honnête. Et donc, il a fallu un peu... On voit rien parce que je vais vous montrer des petits indices, comme ça, des morceaux de la démarche de construction, et ensuite je vous montrerai un extrait de l'exposition. L'ambition de cette exposition, c'était d'aller voir des lieux, des sites, ailleurs que sur la métropole toulonnaise et ailleurs que sur le littoral. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans l'imaginaire collectif, qu'on soit varois, qu'on soit voisin, provençal, qu'on soit à Paris, national, etc., ou qu'on soit un touriste qui vient ici, de l'étranger, on a une surreprésentation des paysages varois avec l'omniprésence évidemment du littoral, avec des cartes postales comme ça qui marquent les gorges du Verdon, la presqu'île de Gien, Porquerolles, et qu'en fait si on regarde sur une carte, donc ça c'est, si on regarde sur une carte qu'est-ce que représente l'île de Porquerolles dont on est inondé de cartes postales, on se rendrait compte que c'est en fait 4% du territoire départemental. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le reste, en fait? Est-ce qu'il y a paysage? La question, c'était ça, c'est est-ce qu'il y a paysage ailleurs que dans ces cartes postales idylliques du Var? Et à la fois, on voulait aussi que ce soit pas forcément une recherche absolue de la banalité.
et du moche. Et on se rappelle de la une de Télérama qui avait beaucoup fait parler d'elle, la France moche. Bon, bah, c'est cette France des périphéries, c'est nos territoires de zones commerciales, de parking, d'échangeurs autoroutiers, et ça existe aussi. Mais et on voulait pas non plus. Donc, l'idée a été, en passant par un artiste, photographe, c'était d'avoir son regard, forcément transversal, parce que pas urbaniste, parce que pas paysagiste, parce que pas architecte, parce que pas designer, juste photographe, et ça suffit quoi. Et en fait, ça suffit pour embrasser la réalité telle qu'elle est. Enfin, telle qu'elle est perçue à un moment donné. Donc ça, c'est une carte vraiment de... On a élaboré cette exposition, on a commencé en octobre, et puis au moment où on a sélectionné le photographe, ben, en fait, on était tous coincés chez nous, donc il a fallu échanger par des mails, des calques, pour savoir quand on pourrait sortir de chez nous, où est-ce qu'on enverrait notre photographe, Vivien Hérol, donc un photographe varois d'origine, qui vit et qui travaille à Marseille. Alors, et donc on s'est échangé ce type de carte, Work in Progress, brouillon. L'idée, c'était pas de lui dire va où tu veux, et c'était pas non plus de lui dire va photographier tel caillou ou tel arbre. Donc il a fallu trouver le juste milieu, et donc on est arrivé à cette espèce de schéma un peu informe en fait, où on sentait des points d'intérêt. On voulait raconter la rade de Toulon, parce que on voulait raconter le fait que la ville est un paysage. Et vous avez un bâtiment qui permet de le constater, puisqu'en fait, depuis ce matin, on n'a pas changé d'endroit, mais on a complètement changé d'ambiance. Et donc ça bouge, en fait, ça vit. Et donc, il y a un vrai paysage urbain de la rade de Toulon. Donc, il fallait absolument qu'on raconte ça. Et à la fois, on ne pouvait pas s'empêcher de parler des gorges du Verdon, tout au nord, et ensuite on bascule dans les Alpes de Haute-Provence. Et on ne pouvait pas s'empêcher de parler de l'embouchure du fleuve Argence, dont le bassin versant représente plus de la moitié du département du Var, etc. Donc c'était un peu des points d'intérêt, et donc on a atterri sur 7 lieux, un peu comme les bottes de 7 lieux en fait. Voilà. Bah, ça c'est le même scan. On se rend compte en fait en ciblant les itinérances qu'on a un peu cherché à... Déjà il y avait cette notion de lisière. Avec quoi le territoire du département du Var interagit. Quand ça bascule dans la mer, quel paysage ça donne. Quand on regarde vers les Alpes, qu'est-ce que ça donne. Quand on regarde vers les Bouches-du-Rhône, la Provence calcaire, quand on regarde vers la Riviera française, etc. Quelles sont en fait les interfaces de ce département, puisque c'est hyper arbitraire, c'est un département, voilà, c'est notre échelle de réflexion, vous ne pouvez pas en sortir, donc c'est notre contrainte. Et en fait, on a un peu tourné autour. Donc le constat de ça, c'est 23 photographies. Donc j'ai laissé de la documentation, on a des invitations, des posters. C'est un travail, enfin c'est un peu comme à l'image de votre site d'école, c'est une expo qui est en cours, puisque le montage n'est pas terminé. Le lancement aura lieu jeudi 17 septembre. C'est un lancement confiné, enfin, on sera seul à le lancer parce qu'en fait, on ne va pas faire de gros vernissage. On aurait beaucoup aimé faire la fête avec vous, mais on ne pourra pas. Par contre, il y a toute une série d'événements de maintenant jusqu'au mois de décembre, des conférences, des visites, des masterclass. Et donc voilà, je vous invite à aller regarder le programme. J'ai laissé la documentation. Et donc c'est pour ça que quand il a fallu préparer cette intervention, je me suis dit que j'allais vous expliquer ce qu'était le CAUE du Var. Donc les 5e années savent déjà ce que c'est. S'il y a des questions, on peut échanger dessus, d'éventuels projets, d'éventuels partenariats, on peut évidemment échanger dessus. Et puis vous raconter un peu la démarche, voilà, ouvrir un peu la boîte à outils de ce projet qui nous tient depuis le mois d'octobre et qui n'est pas terminé, et donc qui est complètement en cours et complètement apte à être critiqué et amendé. Et cette exposition, c'est aussi une exposition qui est ouverte parce qu'en fait, au cours, il y a l'exposition photo, il y a des croquis qui vont avec, il y a des textes, et au fil des ateliers, écriture, peinture, ateliers photo, au fil des conférences, il va y avoir toute une matière qui va s'accumuler et qui est au cours des 3 mois et qui sera ensuite rendue au début du mois de décembre, lors d'un événement qui s'appelle la Fabrique. Donc peut-être que je vais vous proposer des espèces d'instantanés, des extraits. Alors vous ne dites pas que je vous les ai montrés parce que c'est pas officiellement sorti,
donc, parce que sinon je vais me faire gronder, mais voir un peu cette notion à travers la photo de paysage, en quoi on peut le rattacher à cette notion de sauvage et en quoi ça re-questionne. Est-ce que quelqu'un saurait situer cette photographie? Bon, c'est dans le Var déjà, sinon on ne serait pas là. D'accord? Bon, alors c'est à 800 mètres à l'ouest, puisqu'en fait c'est le Las, c'est ce petit fleuve côtier qui descend des monts Toulonnais et en fait qui disparaît sous deux fois deux voies. Enfin, il apparaît plutôt parce que ça coule dans ce sens-là. Et après, le Las, en fait, on a carrément décidé, si vous regardez sur l'hygiène, de changer de nom. Ça s'appelle la rivière Nouvelle, parce qu'on a retravaillé son cours. Quand je dis on, c'est quand on a décidé d'aménager cette basse plaine, etc. Et cette photo, elle est intéressante parce que quand on a décidé le photographe nous a ramené une 60aine de photographies. Et celle-là, on l'a choisie, entre autres parce qu'elle a eu plein de commentaires différents. Et donc, il y a des personnes dans l'équipe qui ont dit « Cette photo, je la veux dans l'exposition parce qu'elle raconte comment la nature s'invite au cœur de la ville. » Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, la personne en question trouvait que ces berges un peu verdoyantes, là, on sent que ça bouillonne, il y a des petits peupliers noirs, des petits peupliers blancs, etc. Un peu ambiance cressonnière, un peu fraîche. En dessous d'une autoroute, je trouvais ça un peu bucolique et donc c'était la nature en vie en fait qui s'invitait. En fait, ouais, c'est surtout l'inverse. On a construit une route sur une rivière et donc voilà, ça permet aussi de remettre en question la notion de quand on parle de plantes envahissantes. En fait, tout dépend du contexte aussi, quoi. On se demande qui envahit qui. La renouée du Japon, c'est exactement son biotope, qui est une plante extrêmement pionnière pour le coup, comme les bouleaux russes de Mathieu, qui va s'empresser de venir conquérir cet espace, affole les écologues. Mais en fait, c'est une plante qui va venir dans un endroit tellement dégradé que ça va être la seule à pouvoir pousser. Donc, c'est un peu les deux. Ça, c'est une autre photo. Très, très dur à situer, celle-là. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est sauvage? Ouais, complètement. On voit pas très bien, je suis désolé, mais c'est pour vous faire venir dans la galerie. Je ne vais pas tout vous montrer. En fait, c'est un vignoble avec des brebis au premier plan. Et second plan, il y a un vignoble bien dense. Et puis après, il y a un cordon d'arbres. Après, il y a une zone d'activité. Et après, il y a le massif de l'Estérel. Et donc cette photo, elle a été choisie exactement pour la même raison que l'autre. C'est-à-dire que quand on l'a vue, on a croisé nos regards et on s'est dit, il y avait des réactions. Et une des réactions a été, c'est génial, c'est de l'agriculture biologique. Il y a des moutons dans les vignes. Et puis il y a des animaux, et alors qu'en fait derrière il y a la zone d'activité, donc c'est génial, c'est la ville nature, etc. En fait, c'est une friche de vigne, c'est-à-dire qu'un pied sur deux, un pied sur trois a été arraché, c'est plus du tout exploité. Peut-être que c'est un terrain qui appartient déjà à la filiale immobilière du groupe Auchan et qui est juste en attente de construction dans la plaine inondable de l'Argence. En tout cas, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est plus du tout, ce n'est pas la nature. C'est pas vraiment un terrain consacré à l'élevage, c'est plus un terrain consacré à la viticulture, c'est un entre-deux, c'est un croisement d'usages et c'est des opportunités qui se croisent et qui font un paysage voilà, avec du bucolique à l'intérieur, des éléments agricoles, des éléments d'élevage et puis le réel de la zone d'activité derrière. Ça c'est une photo qui permet aussi, on parlait de vocabulaire tout à l'heure, comment arriver à se croiser entre écoles de projets. L'idée c'est d'avoir le même vocabulaire, on parlait de la nécessité de l'interprète. Nous, dans les cahiers des charges, quand on répond à des appels d'offres en tant que paysagiste, le mot sauvage revient énormément. Surtout quand on est dans des sites à vocation naturelle, patrimoniale, des endroits déjà beaux, quoi, considérés comme déjà beaux, où en fait on va juger, il y a un mot qui revient qui est super marrant, c'est point noir paysager. Ça c'est super agréable. Donc on dirait de la dermato, mais c'est point noir paysager. Donc
on peut faire disparaître ou diminuer les points noirs paysagers, et donc on suppose que ce sera mieux après. Et sinon, c'est signalisation sauvage, quoi. C'est en fait, là, si on compte le nombre de panneaux, en fait, on a une quinzaine de panneaux qui veulent évidemment pas tous dire la même chose et qui ont été mis dans une logique, enfin, il n'y a pas de logique en fait, entre le nom des rues, le code de la route, les publicités, etc. Et ça, c'est un vrai métier. Pour le coup, là, il y a un vrai projet de signalétique et de design et de perception, parce qu'en fait, on se rend compte que malgré le rocher de Roquebrune derrière, la carte postale de l'Est-Var, la réalité un peu de cette zone d'activité, en fait, ce qui se voit, c'est la face, non pas le devant des panneaux, mais plutôt l'arrière des panneaux. Ça, c'est une photo marrante, mais je vais essayer de ne pas tout vous montrer. Cette photo, elle est intéressante parce qu'en parlant elle raconte une histoire. L'exposition se veut être plutôt comme une porte ouverte, vous donner envie aussi d'aller au contact de ces paysages-là. On parlait tout à l'heure de l'importance de l'artisan, de l'importance du jardinier, de l'agriculteur, du maçon. Il y a une posture aussi qui reste à valoriser, c'est celle du marcheur, de se perdre en fait dans le territoire et d'arriver dans des endroits comme ça et de se confronter en fait, pour le coup, sous la pluie ou quand il y a du mistral ou quand il fait chaud. Et en fait, voilà, le photographe nous a ramené cette photo-là, elle nous a interpellés. Et puis en fait, aujourd'hui, c'est une de nos préférées. Et donc l'histoire que je voulais vous raconter, donc l'histoire complète se retrouve dans l'exposition. Donc vous viendrez à la galerie la découvrir. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'horizon, donc l'arrière, il se passe plein de choses super intéressantes partout ici. Mais en fait, c'est le dernier plan qui est super intéressant. C'est le plateau de Canjuers. Le plateau de Canjuers, c'est vraiment dans le Var, je trouve, ce qui raconte le mieux, l'anecdote qui raconte le mieux cette notion de sauvage. Parce qu'en fait, quand je suis parti en vacances et que je savais que j'allais vous voir, j'ai acheté Society, qui s'appelait La vie sauvage. Et à la fin, il y a un article sur une réserve naturelle aux Pays-Bas. En gros, il y avait un polder qui a été créé, et au moment de l'aménager, donc c'était une terre qui n'existait pas avant, et au moment de la bâtir, il y a un écologiste très influent qui est arrivé et qui a dit, en fait, ces 5000 hectares, on va les clôturer, on va réintroduire des grands herbivores. Donc on parlait tout à l'heure des chevaux de Przewalski, etc. Il y en avait. Il y avait aussi des bovins de la famille des aurochs. On les a mis à l'intérieur pour recréer une espèce de steppe, de prairie européenne, comme ça pouvait exister il y a 10 000 ans. Et en fait, l'article, il est assez rigolo, c'est Society, donc c'est agréable à lire en plus, mais en fait, c'est une catastrophe, parce qu'il n'y a évidemment pas assez à manger sur ce territoire, c'est que de l'herbe, et c'est complètement clôturé. Donc en fait, les populations de bovins s'agrandissent, atteignent des pics énormes, et ensuite avec de la mortalité et des milliers de cadavres de trucs, etc. Et donc en fait il faut intervenir pour venir avec des équarrisseurs pour gérer ce problème sanitaire de carcasses, etc. Donc en fait, une réserve, ça date des années 30, enfin ça a déjà 30 ans, quoi. Donc il y en a qui disent que c'est une réussite, la faune est revenue, et d'autres qui disent qu'en fait c'est un zoo de 5000 hectares, quoi. Et le plateau, donc ça pose vraiment cette question de ne plus toucher un endroit en créant une limite qui en marque le bord, c'est déjà un acte humain extrêmement fort en fait. Donc ça sous-tend l'idée que peut-être que sur Terre, l'humain étant allé partout, il n'y a peut-être plus du tout de sauvage en fait. C'est une hypothèse, qu'à partir du moment où on décrète qu'une forêt est primaire et qu'on ne va plus y aller, on a décidé de ne plus y aller. Donc c'est une mise en défense et c'est un acte de projet aussi. D'où la question des friches. Qu'est-ce qu'on fait des friches urbaines? Est-ce qu'on les laisse évoluer? Et si on les laisse évoluer, c'est un projet à part entière aussi, il faut juste l'assumer. Mais il ne faut pas dire que c'est la nature ou que c'est le sauvage. Et donc le plateau de Canjuers, en gros, c'est dans les années 70, c'est quand même un morceau de territoire qui fait 35 km de long sur 10 de large, donc 35 000 hectares, que l'armée a réquisitionné dans les années 70. Il y avait un seul village, c'était la plus faible densité de population de France à l'époque. C'est la même époque que le plateau du Larzac, où on a voulu étendre un camp. Le plateau du Larzac, le camp devait faire 15 000 hectares, avec les manifestations qu'on connaît, le camp ne s'est pas agrandi. Ici, c'est 35 000 hectares, bon, mais ce n'était pas les mêmes relations politiques, etc. Et il n'y a pas du tout eu ces manifestations-là. Aujourd'hui, c'est le plus grand champ de tir d'Europe occidentale, c'est-à-dire qu'il y a 3 pas de tir. C'est
c'est là où on peut tester les roquettes à plusieurs têtes. C'est le seul endroit d'Europe où on peut tester les nouvelles roquettes. Donc les militaires sont ravis de cet endroit-là. En plus, c'est super sec, donc ça leur rappelle un peu le Moyen-Orient. Donc ils sont, c'est un vrai terrain de jeu de 35 000 hectares. Ça pose, et c'est 6% de la surface totale du département du Var. Et en fait, il y a eu dès le début, comme c'est quand même assez récent, les années 70, il y a eu un suivi ornithologique naturaliste de ces endroits, où en fait on a arrêté du jour au lendemain de faire venir des brebis pour pâturer, on a viré tous les agriculteurs, tous les villageois, et on a exercé plus qu'une seule activité, balancer des missiles dans le vent. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Mathieu nous disait la nature ne pense qu'à boiser, mais en fait ça a commencé à se fermer. De nouvelles espèces sont arrivées qui apprécient les milieux fermés, les bois, les halliers qu'on voyait tout à l'heure, et puis il y en a d'autres qui sont partis, parce qu'elles étaient dépendantes de ces milieux ouverts. Et aujourd'hui, en fait, les militaires, alors qu'on pourrait croire que c'est un morceau de territoire qui est complètement fermé, en fait, il y a des dizaines de conventions de pâturage entre le ministère des Armées et des agriculteurs locaux, parce qu'en fait, il faut tenir cet endroit ouvert, et le meilleur moyen, le moyen le moins cher de le tenir ouvert, c'est de faire pâturer des troupeaux de brebis qui vont venir là-dedans. Donc voilà comment en 40 ans on a créé du sauvage, puis on est revenu, et en fait on se rend compte que les paysages, loin d'être des cartes postales, immuables, en fait ça, à l'échelle d'une vie humaine, ça peut complètement changer. Pas que en parlant d'urbanisation, c'est-à-dire qu'un paysage se construit, on voit que ça peut aussi, il peut y avoir une déprise d'un paysage, où les gens quittent un endroit. On a ces ces visions un peu western de villes de la ruée vers l'or qui poussent en un an et qui ensuite sont abandonnées, ça existe aussi. Et puis il y a toute cette dimension végétale, de gestion en fait de la végétation qui en fait est extrêmement rapide. Voilà. Celle-là on la voit pas très bien, vous la redécouvrirez comme ça à la galerie, mais c'est ma préférée. C'est des jardins sauvages en fait. C'est-à-dire que c'est différents jardins qui sont juste en dessous d'un canal d'irrigation, qui à la base est un canal d'irrigation agricole. Donc il faut imaginer que le canal passe dans le bois ici, que ici on est légèrement plus bas. Donc le canal, vous imaginez l'énergie qu'il a fallu pour le construire. Donc c'est-à-dire qu'ici il y avait un intérêt économique et alimentaire à amener de l'eau. Donc c'était des champs maraîchers. Aujourd'hui ce sont des jardins qui sont pour le coup super verts, et qui commencent eux-mêmes à s'enfricher, à se boiser, pour des raisons diverses, de succession, tout ça en l'espace de 60 ans. Donc on passe d'un paysage maraîcher complètement ouvert, avec des grands champs, des petites parcelles mais ouvertes, etc., à une mosaïque de casiers. Ça, bon, est-ce que ce serait un paysage sauvage? Ouais, c'est un peu. Donc là on monte, là, on est juste en dessous de Canjuers, donc on est sur les plateaux. C'est une plantation, c'est une truffière, une future des chênes truffiers. Et on est sûr qu'il y a une vraie qualité paysagère à aller se promener là-dedans, parce qu'on va avoir l'horizon loin, etc. Il ne va pas y avoir un bruit. Il ne faut pas passer la clôture, sinon on se prend un coup de fusil. Et dans 30 ans, ce sera une forêt de chênes verts, avec des truffes en dessous. Alors ça, est-ce que vous savez où c'est? Ouais. La couleur de l'eau est un bon indice. En fait, c'est le lac de Sainte-Croix. Une idée un peu générale de l'exposition, c'était vraiment quitter le littoral, ne pas l'abandonner, ne pas montrer que lui, ne pas le montrer, parce qu'il est là, et c'est une part importante de notre territoire. Et du coup, le jeu de mots, c'était le Var de littoral à littoral, c'est-à-dire la limite nord, c'est le Verdon, et la limite sud, c'est la mer Méditerranée. Et quand on parle de paysage naturel, parce qu'en fait, c'est en lisant l'entête de la journée là, sur le sauvage, c'est ça que j'ai appris avec tous les petits extraits, c'est se méfier des mots, absolument.
se méfier du mot sauvage, se méfier du mot paysage, se méfier du mot naturel. Parce qu'en fait, il faut imaginer que ce lac-là, en fait, a été créé au début des années 70, a été mis en eau par décision d'État, et qu'on a noyé une vallée agricole, et qu'en fait, c'est peut-être la plus grosse infrastructure du département. Ça fait 22 km de long, 11 de large. Et aujourd'hui, c'est considéré comme une nouvelle carte postale, alors que ça a à peine 50 ans. Et donc, on a des petits villages qui s'accrochent avec une intention balnéaire sur ce nouvel objet, mais le niveau de l'eau change chaque année, voire de semaine en semaine, donc c'est en fait impossible de se caler sur cette côte-là, sur cette côte altimétrique là. On a évidemment la couleur de l'eau qui est incroyable en fait, puisque il y a une profondeur, le Verdon est chargé de sédiments qui arrivent des Alpes, donc on imagine très bien l'intérêt qu'il y a à venir et faire un selfie devant et à se baigner à l'intérieur, etc. Mais voilà comment se méfier, mais se méfier des paysages et de ce qu'ils racontent. Alors ça n'a rien à voir, mais c'est une histoire qui m'a fait penser en fait, en même temps que le lac de Sainte-Croix. Ça c'est en... Vous savez où c'est ça? C'est la plage de Nonza en Corse, c'est dans le Cap Corse en fait. Et en fait j'ai tapé plage sauvage sur Pinterest. Et donc il y a cette photo qui est sortie. Et elle est vraiment rigolote cette plage et tout. En fait elle est super sombre. On voit pas parce que c'est tout sec, mais les galets sont vraiment noirs, donc ça fait un peu la plage volcanique, etc. C'est super long, le village de Nonza est ici. Et en fait, ce paysage-là a été créé, pareil, en moins d'un siècle, par la carrière d'amiante du village de Canary, juste à côté. Donc Nonza c'est ici, Canary c'est là. Ici c'est la face nord. Et ici on voit la face sud avec la piste qui monte pour les camions. Donc aujourd'hui c'est fermé, il n'y a plus d'amiante, etc. C'est une énorme friche. Et en fait, pendant des décennies, on a extrait l'amiante de cet endroit. Et comme on garde que l'amiante, on jette la serpentine. Donc on garde le minerai pour faire les toitures, etc. Et on jette une espèce de roche noire, verdâtre, grisâtre. On ne l'a pas jeté ici en fait. Ils l'ont jeté à plusieurs kilomètres au large. Sauf que c'était pas forcément prévu que les courants tellement hyper violents arrivent et en fait viennent napper complètement, parce que c'était un petit golfe en fait. Avant la mer elle était là. Et les ruines que vous voyez, c'est l'ancien port. Donc en quelques décennies, il y a une plage qui s'est créée, quoi. Et ça nous laisse imaginer la quantité de sédiments qui existent encore en dessous. En fait, c'est un terril, c'est comme le Nord-Pas-de-Calais, c'est un terril, mais plaqué au sol et nappé au fond d'un golfe. Et on fait des super photos dessus. En tant que touriste, c'est très agréable de s'y promener. Il fait un peu chaud parce que c'est noir. Mais en fait, on est sur des résidus de mine. Autre emploi du mot sauvage, qui est intéressant dans l'aménagement du territoire, dans les cahiers des charges officiels, urbanisation sauvage. C'est-à-dire que ça, c'est le Castellet Park, c'est un quartier du village du Castellet, au pied de la Sainte-Baume. En fait, au départ, c'est un groupe de cabanons spontanés, architecture vernaculaire, et en fait, ça se durcit petit à petit, pas forcément de permis de construire, pas forcément de chemin d'accès bétonné, pas forcément de fosse septique, et voilà, un village sur une crête qui naît et qui pose de vraies questions de la manière dont on s'installe dans un paysage. J'ai pas trop d'avis sur la question. C'est là en tout cas, c'est déjà là. Ça c'est une photo que j'aime bien parce que en fait elle raconte quelque chose que pour le coup on partage assez entre paysagistes et on est assez convaincu de ça. On a coutume de dire en général que la ville est le lieu de l'ordre, que tout est décidé à l'avance, que tout est planifié, que tout est régulier et qu'on va dans la campagne pour chercher l'aléatoire, la poésie, etc. Et en fait, c'est aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus régulier qu'une monoculture de vignes, avec des lanières dessinées, etc., des canaux d'irrigation, des canaux de drainage.
tout est extrêmement dessiné en réalité. Et si je montre la photo du coup d'avant de ce morceau de ville, il n'y a rien de plus sauvage et de spontané que ce quartier-là. Donc du coup, se méfier des mots. Quand on dit je suis inspiré par ce paysage naturel, toujours. Et donc ça, c'est la magie de la photographie, parce qu'en fait, ça, là, on est dans la rade de Toulon, avec un cadrage qui va bien. Et donc, ce que raconte cette photo, c'est évidemment le littoral. Vous viendrez voir à la galerie l'histoire globale de cette photo-là, parce qu'elle est sympa. Mais en fait, je voulais juste vous attirer l'attention sur ce détail-là, que vous voyez peut-être pas très bien, mais c'est une agave, donc c'est une énorme plante grasse, hyper piquante, hyper dangereuse, qui peut atteindre cette taille et qui fleurit au bout de plusieurs années avec une hampe florale de plusieurs mètres de haut, et ensuite qui meurt et qui arrache le rocher derrière elle et qui se ressème quelques mètres plus loin de la hauteur de sa hampe florale et qui avance comme ça d'année en année par à-coups. Et donc son nom latin c'est Agave americana. C'est la cousine de Agave tequilana avec laquelle on fait la tequila. Et en fait, elle se plaît dans les fissures des rochers. Sur notre littoral, elle aime bien. Surtout qu'ici, on est sur un endroit qui est hyper perturbé, en fait, parce qu'il y a un chemin, on devine un parking. La présence des pins d'Alep, ici, nous laisse deviner qu'en fait, il y a le feu qui passe régulièrement. Donc en fait, il n'y a que les pins qui poussent assez vite pour reconquérir ce lieu-là. Et cette plante, typiquement, elle est à mettre en écho avec l'histoire de la rivière engloutie du début, parce que le parc national des Calanques, donc pas dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, organise aujourd'hui, enfin en ce moment, des campagnes d'arrachage de cette agave, parce qu'elle est jugée comme une plante envahissante. Donc, et des campagnes d'arrachage parfois dans des endroits complètement inaccessibles, c'est-à-dire qu'on va par hélicoptère, quoi. En fait, on va payer des cordistes. Les cordistes doivent gagner leur vie, je ne dis pas le contraire, mais on va engager des gens qui vont venir s'encorder, qui vont arracher ces plantes-là, et ensuite on va faire des ballots de 1 tonne qu'on va enlever par hélicoptère et qu'on va emmener dans une déchetterie qu'on va broyer, quoi. Et ici, on n'est pas du tout sur un parc national, on est sur le territoire de la ville de Toulon, à 500 mètres d'un lotissement. Personne ne se pose cette question-là. Cette essence végétale-là, quel que soit l'endroit où elle est jugée comme envahissante. Donc c'est le mauvais sauvage. Même si personne ne l'a planté, on pourrait se dire que ça fait du vert, que la vie invente, enfin c'est Gillian et toujours la vie invente, que peut-être que si elle est là, peut-être que c'est parce que personne d'autre veut venir, etc. Et ben non, en fait, un organisme tel que le parc national, qui retranscrit une politique en fait d'environnement, et une certaine idée de l'écologie et du voyage des plantes sur Terre, va payer ce genre de campagne-là. Donc cette plante raconte ça aussi. Et ce qui est très étonnant, c'est en fait, quand le parc a lancé ça, l'ingénieur en agronomie, Véronique Mur, qui intervient à l'École nationale supérieure de paysage, qui est ethnobotaniste, a ressorti des articles des années 30, où en fait, on plantait des agaves dans les années 30 après les feux pour bloquer les éboulis. Donc en fait, les agaves qu'on arrache aujourd'hui sont les petites filles des agaves qu'on a plantées dans les années 30 et qu'on a ramenées d'Amérique du Sud pour consolider les éboulis fragilisés par l'absence de végétation due par le feu et le surpâturage des chèvres et des brebis. Donc en fait, on tourne en rond et on ne sait toujours pas ce que c'est le sauvage. Ça, c'était pour finir. Je vérifie que je n'oublie rien. Je ne sais pas si c'était... J'ai essayé d'être un peu plus court. Je crois que c'était ça que je voulais vous dire. Que la campagne, finalement, est plutôt bien rangée et que la ville est spontanée. J'aime bien le mot de spontané plus que sauvage parce qu'on se rend compte qu'une appropriation par des usages peut être sauvage, mais spontané, je préfère. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la démarche du concepteur, la conceptrice, de vous en fait, de laisser, de ne pas tout contrôler, de laisser une toute petite porte, ou une énorme porte, mais de laisser une partie de votre projet ouverte pour laisser entrer ce spontané, parce que le projet ne peut qu'en être meilleur. Et en fait, un projet qui ouvre les possibles
plus qu'il ne les ferme, pour moi, est un bon projet. Et en fait, là, on n'a pas du tout parlé de projet, on a juste regardé des photos d'un artiste. C'est de la lecture de paysage. On pourrait se dire qu'il n'y a pas plus statique que ce qu'on vient de faire là pendant une demi-heure. Vous avez été très patient. Alors qu'en fait, non. Il y a une lecture active de nos paysages. Je pense que je vous le redis, vous êtes dans le bon endroit pour observer les paysages urbains de la rade de Toulon. Et je crois que je n'oublie rien. Je vous remercie. Merci beaucoup.